Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouvel épisode podcast. On est ensemble pour au moins une heure avec Bertrand, cofondateur de l'approche, comme on en a l'habitude sur les épisodes. Jean-Michel aussi, qui est régulièrement présent sur les épisodes. Et en invité aujourd'hui, on a Jean-Charles. Jean-Charles, bonjour. Bonjour, Comment ça va? impeccable. Bon, on va démarrer comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà sur toi, ton parcours, et puis qu'est-ce qui t'a amené à découvrir Action Tape? Comment est-ce que tu l'utilises? Voilà, dis-nous un petit peu plus sur toi. Ok, bon, déjà merci pour cette invitation. Je me réjouis de passer ce temps avec vous. Alors moi j'ai un parcours dans l'entrepreneuriat avec une grande reconversion professionnelle, ça fait 8 ans maintenant. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Joëlle, l'épouse de Bertrand, qui m'a dit, il faut absolument que je te présente mon mari. Je pense que ce qu'il fait va t'intéresser. Et effectivement, je suis tombé dedans. Je ne l'ai plus lâché. Et Action Type est devenu aujourd'hui une grande partie de mon activité. C'est une approche que j'utilise dans mes accompagnements, dans mes modérations. Au niveau job, je fais de l'accompagnement individuel, collectif. Je modère et je facilite des ateliers d'innovation également. Donc, je l'utilise pour accompagner l'individu au sens large. Au sens large du terme. Mais de toute façon, on va aborder un peu toutes ces thématiques de comment est-ce que toi tu utilises l'approche, au quotidien. Du coup, ça fait la première fois que tu as été formé à Action Type, c'était il y a combien de temps? C'était il y a avant le J'ai commencé la formation, c'était en 2018. 2018. 2018, OK. Voilà. Après avoir été profilé par Bertrand, une partie de ma famille a été profilée également par Bertrand. Et c'était la métamorphose pour nous. Et tu es venu avec ton fils, je crois, Absolument. Ouais. Absolument. qui était en phase d'adolescence sévère et profonde, mais Voilà. Mmh. Quelques challenges. Et c'est vrai que l'approche à ce moment-là m'a quelque part donné le mode d'emploi de mon fils, parce qu'à cette époque, c'était relativement compliqué, Entendu. tendu. OK. Toi, Bertrand, tu as un souvenir de Jean-Charles sur les la première fois qu'il est arrivé dans le cabinet de mon épouse Joëlle, avec sa famille, oui, ils étaient tout petits, il y a l'aîné qui était là, également et on a profilé effectivement, Jean-Charles, ton épouse Barbara et ton fils aîné. On avait laissé les 2 petits, enfin les petits de côté qui étaient là. Tout le monde n'était pas là parce que Jean-Charles a 4 enfants, donc quand il vient avec toute la famille, ça prend de la place. Mmh. Juste. À l'époque, chez tout ça bougeait plus. Ouais. Voilà, mais tu peux parler aussi du fait que tu as aussi décidé de déscolariser tes enfants. C'est peut-être quelque chose d'intéressant pour Ouais, les gens qui éventuellement, ouais. Alors c'est vrai que pour nous, ça nous a amené une couche de compréhension supplémentaire parce qu'on était depuis quelques années dans une démarche de unschooling, ou d'école à la maison. Donc on essayait d'entre guillemets «faire le minimum du programme», mais on était quand même obligé de le faire lié, au système, en Suisse. Mais l'idée était vraiment de permettre aux enfants de réaliser des apprentissages de façon autonome, mais surtout être au contact d'autres personnes qui n'étaient pas forcément des enfants de leur âge, mais aussi des adultes. Et généralement, dans ce genre de questionnement, quand tu dis: «Mes enfants sont déscolarisés», la première question qu'on te pose, c'est: «Est-ce qu'ils ont des liens sociaux?» Alors oui, bien plus certaines fois que d'autres enfants, parce que leurs apprentissages, leurs interactions interviennent avec, toute personne pour lesquels, ils ont des appétences, des envies d'aller, travailler à leur côté ou d'apprendre des choses à leur côté. Donc l'approche nous a permis vraiment de comprendre le fonctionnement de nos enfants, de nous adresser à eux aussi de façon, de répondre à leurs besoins dans la façon de communiquer, d'échanger. et également peut-être aussi de comprendre quels étaient tes propres besoins et ceux de ton épouse par Absolument. rapport à ceux des enfants. Absolument. Donc c'est vrai que dans le couple, ça a été aussi, quelque chose de fantastique dans la compréhension de mon épouse, elle dans ma compréhension. Donc c'est vrai qu'en termes de conflits, c'est relativement rare, que nous ayons des conflits. Nous sommes plutôt dans la notion de dire: «OK, quand un conflit émerge, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'approche? Où j'en suis? Qu'est-ce qui se passe?» Et souvent on laisse passer Mmh. juste quelques minutes ou des fois un peu plus, mais le problème se règle. Donc ça nous a amené une fluidité dans les relations, vraiment une compréhension du décor, de l'environnement dans ouais, où chacune et chacun Ouais, ouais, se bien sûr. situait quelque part. Heu, Moi, ça m'amène une question, le fait que vous ayez fait le choix avec Barbara de déscolariser vos enfants, parce que moi, j'ai mon 2e fiston qui a 17 ans maintenant, qui est, passé par,
un mode d'apprentissage, qui s'appelle l'école Montessori, en fait, Mmh. et donc il y a une certaine autonomie. Et donc ma question par rapport à ça, puisque tu disais que tes enfants étaient déscolarisés, mais qu'ils avaient beaucoup de liens sociaux et peut-être même plus que les enfants scolarisés. La particularité, c'est que du coup, ils ont des liens sociaux avec des personnes de tous les âges. Et du coup, est-ce que, de ce que vous avez observé, ça a eu un impact en termes de maturité pour vos enfants? Est-ce qu'ils vous les trouvez potentiellement plus matures que les enfants du même âge, eu égard aux échanges qu'ils ont avec des personnes de tous les âges? Alors écoute, c'est très variable. Si je prends l'exemple de ma petite dernière qui a aujourd'hui 14 ans, qui évolue dans le domaine de l'équitation, c'est une jeune fille qui te parle de ses amis et elle te dit: «J'ai une amie qui a 60 ans». D'accord? Donc ça donne un panel assez large. Heu, Kenzo, le plus grand, lui également était relativement tôt mature, donc a rapidement eu des contacts avec des personnes plus âgées. Timéo, lui, est plutôt resté longtemps dans cette phase de l'enfance. Donc c'est très variable. Ça dépend aussi des rencontres que tes Mmh. enfants font, des besoins. Donc c'est relativement variable. Mais ce que tu dis, notre approche, ce qu'on essaye de mettre en place est très proche aussi de Montessori, Mmh. très clairement. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est, l'invitation, que fait l'approche par rapport à une constellation comme tu as, c'est de créer de l'ouverture. Ça veut dire, un d un des rôles de l'approche, c'est de sortir, des biais cognitifs aussi, des jugements qu'on a, pour accueillir justement les différences qui caractérisent les personnes. Parce qu'effectivement, on a un réflexe de jugement quand on rencontre la nouveauté, quand on rencontre des gens, des nouvelles personnes. On les classifie très vite, en quelques secondes, en général sur, j'y vais pas, je connecte pas, enfin ce genre de choses-là. Voire, bonne, mauvaise personne, et cetera. Et je pense qu'avec, l'approche, il y a une relativité qui s'installe par rapport à la relation aux autres. Et je pense que, de ce que j'ai vu de tes enfants par rapport aux nôtres, hein, on a quelque part, une sorte de recherche de qualité naturelle qui se met en place, sans forcément le faire de manière, bien sûr explicite. Ça se fait implicitement. Il y a une recherche de qualité dans la relation, heu, qui se fait, et c'est peut-être pour ça qu'il y a pas d'âge pour se connecter, parce que s'il y a quelque chose qui peut se faire avec quelqu'un de plus âgé ou même de plus jeune, bah, ça se fait. Mais il y a pas besoin forcément d'aller qu'avec des pairs, des gens Absolument, de absolument. son âge. Après, je pense que la façon dont tu abordes tes enfants et tu les accueilles dans ta famille a aussi une importance majeure. On est toujours parti avant de connaître l'approche dans l'idée que nos enfants sont des individus à part entière dans notre famille, sans les considérer comme des enfants. On a simplement amené la nuance que leur niveau d'expérience est différent du nôtre. On a beaucoup abordé les choses de cette manière. Donc, on s'est jamais positionné comme le parent sachant, le parent qui va amener toutes les connaissances, répondre à tous les besoins, et cetera. Mais vraiment nous sommes une famille avec, 6 individus, des niveaux de maturité différents. Comment faisons-nous pour fonctionner au mieux ensemble? Et un chien. Et un chien, 2 actuellement, À 2 ça. 2 actuellement. Ou nombreux. Tout augmente. Tu parlais, Bertrand, de jugement, mais il y a une chose aussi qui est pas simple à gérer pour les enfants, notamment, dans le système, d'éducation, tel qu'on le connaît actuellement. C'est que, non seulement ils sont jugés, mais en plus ils sont comparés les uns aux autres, et pire, ils sont, comparés, selon, des normes, voilà, qui finalement, quand on s'intéresse aux individus, veulent pas dire grand-chose, hein. Effectivement, la comparaison, c'est quelque chose qui est, dans notre culture. On a une culture un petit peu de compétition, et la comparaison n'est pas forcément la meilleure façon d'accueillir les différences, entre les gens. Parce que, ça crée une sorte de norme, ou de conformisme par rapport au fait que, voilà, c'est idéalement, les gens doivent progresser comme ci ou comme ça. Donc il y a du stress qui vient là-dedans, et on sait très bien que tout apprentissage, est non linéaire. Donc, il y a des phases de frustration qui peuvent durer longtemps. Et ensuite, d'un coup, un progrès, on peut monter d'une marche, 2 marches, 3 marches, parce qu'il y a des connexions qui se sont faites, et puis, la personne a réussi à saisir des choses qu'elle n'a pas pu saisir avec les moyens du bord, auparavant. Donc c'est par marche, par escalier que ça se passe, sachant que les marches sont de taille, très variée, et de longueur très variée. Donc c'est vrai que si on vous donne un escalier avec des marches très longues, des fois très
très peu de hauteur et des fois une très grande hauteur, ben, pour avancer, ce serait très compliqué pour un être humain. Mais c'est comme ça que le système nerveux fonctionne. Il fonctionne par émergence, Par étape, par palier. par palier, et c'est impossible, carrément impossible, de savoir quand et où ça va se passer. La seule chose qu'on sait, et qui nous fait aussi entretenir la confiance qui va avec, c'est qu'on sait que ça va se passer. On sait que la marche va être faite. Par contre, quand et où et à quelle hauteur et dans combien de temps, ben, on ne sait pas. Donc ça peut amener des moments, effectivement, dans l'éducation ou l'apprentissage qui sont frustrants, parce qu'il semble que rien ne se passe. Mais en fait, quand rien ne se passe, c'est en fait que le terrain est en train de se préparer à accueillir la prochaine marche. Et il peut très bien euh, ne rien se voir de l'extérieur. On ne peut rien voir de l'extérieur. Et l'enfant qui vit, qui écoute, qui fait les choses, heu, il peut être très vite, frustré par rapport à ça. Et c'est pour ça que l'apprentissage différentiel est celui qui fonctionne le mieux. Ça veut dire dans les moments où rien ne semble évoluer, il s'agit d'envoyer des inputs, des informations et des différences dans le système pour enrichir ce terrain afin que la prochaine étape, se passe. Et plus il y a de différentiels, plus il y a de variations possibles, dans la même intention, hein, plus c'est, probable et certainement très, heu, vraisemblable que la prochaine marche arrive. Néanmoins, on ne peut pas savoir quand. Donc ça peut être effectivement un problème. Mais je À l'école, ça l'est en tout cas un problème. ouais. Certains vont très vite, et puis d'autres vont moins vite. Mais encore une fois, c'est important pour les gens qui nous écoutent, de comprendre que aller vite n'est pas un critère d'intelligence, comme aller lentement n'est pas un critère de bêtise. Intelligent et bête, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Ça dépend du référentiel que vous utilisez. Et c'est pour ça que les comparaisons sont très compliquées à vivre pour les enfants, parce qu'ils se sentent très vite enfermés dans une sorte de moule qui ne leur correspond pas, en fait, qui ne correspond pas à leur nature. Et là, il y a un danger pour moi, parce que bien sûr, il y a une sorte de dévalorisation qui peut en résulter. Et ça, c'est quelque chose de pas génial pour, pour l'évolution d'un gamin. Attention, ouais. Et l'idée pour l'adulte ou l'accompagnant, vis-à-vis de ces enfants, voilà, qui sont dans des étapes où il semble ne rien se passer, c'est justement, tu parlais d'apprentissage différentiel, d'inviter, ces jeunes à vivre des expériences et finalement, à identifier eux-mêmes, ce qui fonctionne pour eux et du coup développer à la fois leur autonomie, leur responsabilité, leur niveau de responsabilité vis-à-vis de leur développement et de leur permettre ainsi de passer, à l'étape suivante, à l'étage supérieur et de gagner en confiance par là même. Ouais, tout à fait. Et là, on peut, peut-être faire le saut, avec la suite aussi, en se disant qu'il y a des enfants, comme les gens d'entreprise, les êtres humains en général, qui sont motivés par, un objectif qu'ils se fixent. Ça veut dire qu'ils mettent de la clarté dans leur esprit pour se fixer un objectif, raisonnable, on va dire. Et il y a d'autres enfants qui sont pas du tout motivés par les objectifs, et qui sont motivés par le fait de passer à l'action et de créer quelque chose, créer un processus d'action qui, bien sûr, va aussi, mener à certainement un objectif à la fin, faire émerger quelque chose. Mais la motivation, c'est le passage à l'action. Et quand on regarde le système actuellement d'éducation, quel que soit le pays, il y a quand même une dominante intellectuelle dans l'éducation par rapport au passage à l'action. Donc là, on parle, si on aborde le sujet des motivations, de la compréhension et de l'ancrage. C'est comme ça que le fondateur des motivations profondes a nommé ces 2 motivations. Ça veut dire la compréhension dans le fait que la sphère intellectuelle est la chose qui allume la personne et la rend disponible pour avancer, et l'ancrage, un terme qu'il a choisi pour montrer qu'on a besoin de revenir à soi, de s'ancrer quelque part en soi et dans la terre, pour pouvoir passer à l'action et avancer. Je pense que ça peut être bien de inciter les gens à aller voir l'épisode complet qu'on a fait sur les motivations profondes pour comprendre cette partie-là. Et je trouve le sujet de l'éducation passionnant et je pense que ça mériterait même un épisode complet, dédié où on peut rentrer un petit peu en profondeur là-dedans.
Il y aura des liens avec ce que va nous dire Jean-Charles tout à l'heure par rapport aux managers, aux différentes générations qui se rencontrent, on va dire. Mais pour revenir, pour recentrer un petit peu du coup sur toi et sur ce que tu fais dans la vie, tu accompagnes des dirigeants, des entrepreneurs, et cetera. Comment est-ce que, bah, ça fonctionne cet accompagnement? Comment est-ce que ça marche toi, quand on fait appel à toi, comment ça marche? OK. Donc effectivement, j'accompagne relativement souvent ce genre de personnes, mais aussi des collaborateurs d'une structure. Mmh. J'ai régulièrement des managers, directeurs d'innovation, voilà, des gens de ces domaines-là. La première invitation dans le travail que je fais avec eux, c'est de les aider à ralentir. C'est la première étape. Parce que c'est des gens qui sont dans un élan de vie en permanence, sollicités par une multitude de choses autour d'eux. Et c'est comment je me reconnecte au corps, tout simplement. Et ça, c'est déjà une étape qui prend du temps. Les gens sont capables de recevoir quelques dizaines, voire quelques centaines d'emails par jour. Ils sont capables de consulter le téléphone à chaque notification. Et souvent, ma question est, combien de fois dans la journée es-tu capable de relever une notification qui te vient du corps, si je peux l'exprimer comme ça? Donc, combien de fois es-tu prêt à écouter ce qui se passe dans ton corps pour le percevoir comme une information qui te permet d'évoluer, de progresser et d'aller vers tes objectifs? Et ça, quelquefois, c'est relativement déstabilisant pour une personne qui a des responsabilités. Souvent, ces gens sont perçus comme des gens qui savent tout, qui sont inépuisables, qui sont toujours au sommet de la performance, etc. Et quand tu les ramènes vraiment au corps, là, il y a des grandes ampoules qui s'allument quelquefois. Ça m'est eu arrivé de travailler avec des personnes sur 2 ou 3 séances où ce déclenchement du corps ne venait pas. La personne me disait: «Je ne comprends pas ce que tu fais avec moi, il se passerait», etc. Et tout d'un coup, il y a un mouvement spontané qui s'est déclenché et là, on s'est regardés tous les 2 et on a dit: «C'est bon, on peut vraiment démarrer le travail». Mmh. OK, il y a eu cette espèce de moment où, voilà, on comprend quelque chose, Bien sûr. Ça rejoint ce qu'on disait juste avant, c'est que il peut y avoir justement, rien qui se passe et pourtant, on va dire en backstage, en arrière-scène, c'est en train de se mettre en Ça se place. prépare. Ça se prépare et tout d'un coup, tchac, on a un saut qualitatif qui émerge, Déclic. un déclic, un mouvement, quelque chose, une sensation, un ressenti et là, on peut commencer, comme tu dis, le travail. Sa connexion s'est faite. et ça doit être, compliqué pour toi du coup quand tu interviens auprès d'un entrepreneur par exemple qui, ben, si dans sa tête se dit: il faut que je travaille pour pouvoir vivre, pour avoir un revenu et cetera» et lui faire comprendre que travailler un peu moins, ça peut aussi l'ouvrir sur d'autres opportunités. Ça doit être quand même, assez compliqué à faire comprendre, au quotidien. Surtout que toi, tu as travaillé avec des entrepreneurs, tu as utilisé l'approche auprès d'entrepreneurs, de personnes qui créent des entreprises. Il me semble que tu en as eu quelques-uns. Est-ce que tu as des exemples concrets par rapport à ces gens-là qui ont beaucoup de pression sur leur bébé qu'ils viennent de créer, quoi? Ouais, alors tu vois, la notion de dire, travailler moins, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de travailler moins, mais de travailler mieux, de travailler en se respectant. OK. Hein, en connaissant ta dynamique de profil et cetera, savoir où tu te situes et cetera et vraiment d'utiliser ça comme un outil. Et le but n'est pas forcément de travailler moins. Pour certains, c'est une évidence parce que certains sont vraiment à saturation et c'est de revenir à quelque chose de plus normal, Plus écologique. plus écologique, vraiment le respect de son écologie personnelle. Alors Là, ça je fais juste un petit temps mort. Oui, pour que les gens comprennent et que tu puisses comprendre, le mot écologique revient à chaque podcast, généralement par Jean-Michel, mais là, c'est Bertrand qui a pris le lead, donc peut-être qu'à un moment donné dans l'épisode, C'est un on aura petit clin d'œil pour un petit Jean-Michel, probablement que je l'aurais cité aussi, c'est moi. c'est sûr, c'est sûr. Ouais, finalement, j'ai perdu la question initiale que tu me posais. par rapport à Si j'ai l'accompagnement dû des entrepreneurs qui, travaillent trop ou pas assez ou, travailler mieux. Toi, tu étais sur le pas travailler moins, mais travailler mieux. Et un exemple éventuel, si tu en as un ouais, qui ouais. arrive, Bah, oui, j'ai un exemple, une personne, directeur d'innovation, qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de charges, qui travaille sur différents sujets, avec qui on travaille notamment la vision régulièrement. Quels sont les projets sur lesquels, je dois élaborer une vision, une stratégie et on travaille avec les informations perçues du corps. Et aujourd'hui, de lui-même, alors je le guide, hein, en posant des questions, en me documentant sur vraiment ce qu'il souhaite faire, vers quoi il souhaite aller. Et à partir de là, je formule des questions et on observe quel est le mouvement du corps, quelles sont les informations que le corps lui donne. Mmh. Et là, ça nous a amené sur des sujets quelquefois très intéressants
où ça lui a permis de comprendre des expériences passées qui ne se sont pas forcément déroulées comme c'était souhaité Mmh. et d'apporter des corrections pour répondre à son vrai besoin. D'accord. Du coup, c'est, une façon de se gérer soi, on va dire, de gérer, son rapport au travail, son rapport à ce qu'on fait. Mais ces gens-là aussi, ils ont, potentiellement des gens qui travaillent pour eux, qui sont salariés de ces personnes-là. Comment est-ce qu'il peut y avoir un lien, du coup, entre ce que toi tu vas faire, le travail que tu vas faire avec eux et ce qu'ils vont avoir auprès de leur équipe? Ouais. Alors si le manager qui vient te voir, généralement, c'est qu'il observe dans ses équipes aussi qu'on ne manage plus aujourd'hui comme on manageait il y a 10 ans ou même 5 ans en arrière. Le monde a évolué à une vitesse terrible. Donc il y a ce constat. Qu'est-ce que je fais de mes équipes? Ce que je faisais hier ne fonctionne plus aujourd'hui. Parce que lui ou elle, les personnalités évoluent, les personnes changent, les collaboratrices, les collaborateurs, eux aussi évoluent, les besoins sont différents. Donc il y a aussi cette identification de dire, OK, je ne peux plus fonctionner de la même manière, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc de comprendre que chaque personne a des besoins qui lui sont propres, des besoins individuels. Généralement, la conséquence, c'est quand tu découvres ça pour toi, tu vas aussi comprendre que c'est une nécessité pour l'autre. Si toi, tu as des besoins, l'autre a également des besoins. Donc ça crée une ouverture aussi pour mieux aller vers les équipes et mieux écouter ces équipes également. OK, et du coup, c'est, la démarche d'une personne qui vient vers toi, elle vient, du coup, par rapport à son équipe, mais tu fais toi d'abord un travail sur heu, la personne, l'entrepreneur, le manager qui vient vers toi, dans un premier temps? Oui, ça me paraît hyper important, à savoir que les personnes qui viennent me voir ont des problématiques ou des challenges à des niveaux différents. Il y a des gens qui sont malades, ça peut être des maladies graves, certains sont en burn-out, d'autres viennent par rapport à un objectif très précis, d'autres viennent juste par curiosité. Et souvent, quand ils viennent par curiosité, ça amène aussi vers quelque chose qui est souvent très aspirant et très créatif. C'est pas forcément des gens qui, ils se disent: «Oh là là, ça va vraiment pas du tout, c'est ma dernière chance, faut que je trouve une solution, je vais voir Jean-Charles». C'est pas forcément ça, ça peut être des gens, comme tu le dis, par curiosité, par envie d'innover dans la manière d'être un manager ou des choses comme ça. Bien sûr, mais comme le disait Bertrand tout à l'heure, quelqu'un qui vient te voir sans idée précise, avec cette curiosité, il y a de toute façon quelque chose qui se prépare en amont, Mmh. inconsciemment. Donc ça veut dire que si tu fais ton job correctement, que tu es au service de la personne et que tu l'accompagnes, il y a des choses qui vont émerger. Il y a des choses qui vont se produire et automatiquement, tu vas lui apporter des ressources. Je vois. Toi, Bertrand, par rapport aux dirigeants et aux équipes, est-ce que toi, tu as eu aussi des études de cas un petit peu comme ça, où il y a eu des révélations, qui ont aidé dans la santé du dirigeant ou des choses comme ça? Ouais, c'est assez fréquent effectivement parce que, comme tu l'as bien mentionné, il y a une pression très forte de l'entreprise et parfois de la hiérarchie sur les résultats, hein. Et ceux qui sont à la tête, ben, bien sûr, ils sont pas protégés non plus parce qu'ils ont peu d'informations, qu'ils récoltent de leur propre système parce qu'ils sont tout le temps sur l'extérieur, en fait, sur les résultats, les chiffres, les objectifs et cetera. Donc toutes les références sont externes et donc ça crée un stress énorme parce que, la plupart de ces références-là, ils n'ont pas d'impact direct, dessus, ou de contrôle sur ces éléments-là. La seule chose que nous pouvons contrôler à notre échelle, c'est ce qui se passe en nous, en gros, et la façon dont on vit les choses. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on vit? Et là, il y a des grands changements qui peuvent arriver, effectivement, parce que tout d'un coup, je me rends compte que quelque chose que je faisais avant me crée en fait un énorme stress et mon corps m'envoie des signaux parce que je ne suis pas dans l'accueil de ce qui se passe. Les notifications, comme disait Jean-Charles. Des notifications Exactement. corporelles, ça peut être, des tremblements, ça peut être, des palpitations, ça peut être, de la chaleur, ça peut être plein de choses, hein. Mais des signes physiologiques, que les gens n'écoutent pas. Bien sûr, parce qu'on n'est pas éduqué à écouter ce qui se passe dans notre corps. Le non verbal du corps, on s'en méfie plus qu'on l'utilise comme un allié. Et en fait, c'est un allié parce que lui, il fait ce qu'il peut et il renvoie des signaux par rapport à ce qu'il vit vraiment profondément. Donc c'est quelque chose qui est essentiel et qu'on n'est pas invité à faire. Et qui bien souvent est répétitif et malheureusement auquel, les personnes soumises à ces stress-là s'habituent en fait, jusqu'au moment où il y a un point de non-retour et tu parlais tout à l'heure de burn-out ou de maladie, qui se déclarent et qui obligent l'individu finalement à faire, une pause et idéalement à considérer, les choses avec un peu de recul
D'où l'intérêt des accompagnements que tu proposes et qu'on propose généralement avec Action Types. Quand on fait des accompagnements individuels et qui permettent à un individu de, le cas échéant, de comprendre pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation-là, et surtout, d'identifier les clés qui lui permettent d'avancer, sans se mettre en danger, en fait. Le corps a ses raisons que la raison ignore, c'est pas d'aujourd'hui et la plupart des gens ne comprennent pas qu'en fait, nous avons une nature sensorimotrice, c'est une nature qui est dans l'échange d'informations au niveau des sensations et l'activité motrice qui nous permet de vivre et de survivre. Et cette intelligence, millénaire, plus que millénaire, c'est là que ça se joue. C'est là que toutes les choses se jouent, par rapport à ces gens qu'on accompagne. Et le problème, c'est que la tête, enfin l'esprit, le mental prend le dessus parce que il est relié à notre conscience. Tandis que notre corps est plus relié à des aspects inconscients. Et donc la conscience a, une sorte de prérogative là-dessus, comme s'il y avait un contrôle qui se passait par le mental, alors que c'est pas du tout le cas. C'est les informations, et le corps, c'est la, raison principale, en fait, de tout ce qu'on vit. Et le mental, c'est juste, en fait, une émergence, de ce qu'on vit au niveau corporel. C'est donc, pas évident dans notre culture de comprendre cette organisation du sensorimoteur vers le mental, parce que rien ne nous y prépare, scolairement, éducation, rien ne nous y prépare. Ce qu'on voit dans notre monde, c'est des réussites qui sont des réussites, intellectuelles ou financières ou de prise de pouvoir, de gain d'argent et on voit pas bien sûr le prix que ça coûte au niveau corporel pour ces gens-là. D'où l'intérêt de s'intéresser à un moment ou à un autre à l'approche de Gentile, ce qui permet justement, d'avoir cette grille de lecture, en fait, de ces symptômes, de ces stimuli qui émergent, de ces ressentis, qui permettent de mettre une attention, particulière sur notre état, pour, rectifier le tir, le cas échéant, sur notre façon de nous comporter, en fait. C'est un de nos objectifs, quand on accompagne des personnes, c'est de les aider à remettre de l'attention sur eux-mêmes et à créer en fait un référentiel qui leur est propre, qui les amène à un niveau d'autonomie à ce niveau-là, c'est-à-dire à un niveau d'autonomie qui leur permet de dire: «OK, là je suis disponible, là je suis pas disponible, là je suis prêt, là je suis pas prêt. Là il s'agit que je fasse quelque chose pour me préparer, parce que je sens que je suis pas dans l'accueil de ce qui va se passer». Par exemple, une réunion où je sais que ça va être compliqué ou que je sais qu'il va falloir peut-être, utiliser les tensions, qui sont présentes pour arriver à résoudre, heu, une situation particulière. Et donc, revenir sur soi-même, mettre de l'attention sur le corps et ce qui se passe à l'intérieur, bah, c'est essentiel et je pense qu'on devrait le faire beaucoup plus tôt, dans l'éducation, déjà à l'école. Et on sait que, tout simplement, quand vous vous mettez debout, ce qu'on fait faire aux gens, qu'on rencontre, sur des principes de base, fondamentaux qu'on utilise dans l'approche, si on se met simplement debout, notre corps va osciller et on peut lui poser des questions. On peut utiliser le mental pour poser des questions au corps et le corps, par ses oscillations, par sa position, posturale, va nous renvoyer des informations sur: «Suis-je prêt? Suis-je pas prêt, pour faire quelque chose?» Alors c'est clair que ça dépasse beaucoup ce qu'on apprend, heu, on va dire, pour le commun des personnes, parce qu'on voit le corps comme quelque chose qui porte la tête et on voit pas, en fait, la tête comme étant un élément qui appartient au corps, ou notre système nerveux et notre cerveau comme un élément qui est un organe qui appartient au corps, qui a été fabriqué par le corps parce qu'il en avait besoin pour pouvoir, coordonner, ses gestes, et s'adapter à tout ce qui se passe autour de lui. Et là, il y a un changement de paradigme à intégrer, je pense, dans l'éducation, où on peut très tôt arriver à ce que les enfants, puissent s'écouter et se préparer différemment de ce qui est proposé aujourd'hui. S'écouter et écouter les autres. Et commencer par soi-même, Mmh mh. commencer par soi-même. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas quelque chose qui est négatif, c'est juste que si moi je ne suis pas nourri, heu, par rapport au naturel qui me caractérise,
c'est pratiquement pas possible de me mettre à disposition en disponibilité pour les autres. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même et en même temps, c'est nécessaire pour que la qualité de ma relation à l'autre soit OK. Tu parlais d'égoïsme, en fait, c'est l'idée selon laquelle, la personne la plus importante au monde pour nous, c'est nous-mêmes et ça veut pas dire qu'on s'affranchit des besoins des autres. C'est que, Non, non. voilà, Tout on à fait. commence par soi pour être, le plus disponible possible pour les personnes qui nous entourent ou les personnes avec lesquelles on interagit. C'est fondamental. Jean-Charles, vas-y. Mais c'est pour cette raison aussi que je reviens à cette notion de ralentissement que Oui. je disais tout à l'heure. Il ne s'agit pas de freiner, mais il s'agit de ralentir. Parce que cette étape, c'est l'étape primordiale pour ramener les gens à leur propre rythme. Et l'idée, c'est pas qu'on soit des ressources permanentes, c'est que nous soyons des ressources ponctuelles, mais que la personne prenne son autonomie, que d'elle-même, comme le disait Bertrand, elle sache identifier où suis-je, qu'est-ce qui se passe, quel est mon besoin en ce moment, et comment puis-je agir de façon autonome. Moi, je dis souvent aux gens, vous négligez votre corps, vous le considérez comme un simple véhicule qui permet de transporter vos têtes de séance en séance, ni plus ni moins. Mmh. Considérez ou reconsidérez votre corps. Et là, ça passe automatiquement par cette phase d'observation, de ralentissement. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est sûr, il y a, une phrase connue d'un des hommes les plus riches du monde, Warren Buffett, qui disait, «Si je devais vous donner demain une voiture, mais que vous gardez tout le reste de votre vie, bah, vous allez en prendre soin, vous allez être sûr que tout fonctionne bien, vous allez bien la laver, vous allez être, faire en sorte que tout fonctionne bien, La bichonnée. la bichonner». Mais en fait, le corps, on en a qu'un seul, donc il faut faire la même chose qu'avec cette voiture-là, finalement. En prendre soin, faire toutes ces choses-là. Mais je trouve ça super, ça laisse émerger pas mal de choses et je pense aussi que le fait de s'écouter, le fait d'avoir ce rapport à soi permet de faire, mûrir beaucoup de choses comme la créativité. Je sais que c'est quelque chose, qui toi te tient à cœur et que tu utilises aussi grâce à, Action Tapes avec les managers, les équipes et cetera. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce volet-là, de ton métier? Bien sûr, ouais. Alors j'ai la chance de pouvoir animer des ateliers d'innovation, donc d'emmener des groupes vers des questionnements de créativité, donc développer des idées, comment accompagner les changements, etc. Je dirais que le contexte dans lequel on évolue, on essaie déjà de créer des conditions permettant aux individus d'être en mouvement. Mmh. Ça veut dire que ces lieux seront aménagés avec des tables hautes, des tables basses, des chaises, quelques fauteuils par-ci par-là. Et automatiquement, dans nos démarches de facilitation, on va inviter les gens à se déplacer dans dans ces différentes zones, justement pour avoir accès à d'autres sources, d'autres motricités, d'autres idées et créer vraiment cette mise en mouvement et cette synergie qui se crée et les échanges qui vont aussi être développés, valorisés. Et tu vois que régulièrement, les gens, s'ils sont dans une phase statique d'un questionnement, si tu les invites à se déplacer vers un autre lieu, le fait de faire deux, trois pas, deux, trois mouvements, tout d'un coup, les idées émergent, tout d'un coup, la discussion reprend et les gens se remettent en mouvement. Donc, d'une part, c'est des conditions de base qu'on instaure dans les ateliers d'innovation. Et moi, j'essaie d'amener, en connaissant l'approche, ce petit plus de variation, d'observation et d'émergence, de sérendipité, comme on peut le dire. Mmh. Je vois. Peut-être Bertrand, tu peux nous raconter la petite anecdote, dont tu as parlé dans un podcast en anglais sur, ta dernière année où tu as enseigné? Avec le trampoline. Ah, ouais, effectivement, bon, dans l'enseignement, quelques années passées dans les systèmes scolaires suisses, en tant que prof d'éducation physique, je suis quelqu'un qui aime pas suivre les programmes déjà, faire comme les autres et cetera. Ça m'ennuie profondément. Néanmoins, il y avait parfois des choses qu'il s'agissait de faire, voilà, parce on a des comptes à rendre quand on est payé. Néanmoins, dans mes dernières années d'enseignement, j'ai toujours installé en fait un trampoline, type olympique, hein, donc un trampoline, qui renvoie bien l'énergie dans un coin de la salle de sport afin de faire un atelier, en fait un workshop où tous les gamins pouvaient passer à chaque leçon au moins une ou 2 fois sur le trampoline. Parce que c'est simplement le fait qu'on puisse y revenir, qu'on puisse vivre le trampoline de manière différentielle, parce que tous les jours on n'est pas dans le même état de disponibilité. Le fait d'y revenir régulièrement, 3 fois par semaine, qui créait vraiment, un tremplin d'évolution pour les gamins qui était incroyable.
Sachant qu'à côté de cet atelier, je mettais en place de l'autonomie parce que les autres personnes qui n'étaient pas sur le trampoline, les autres groupes s'organisaient, à faire des jeux, à faire des activités et s'autogéraient à côté. Moi étant dans un coin avec le trampoline, en supervision de tout ce qui se passait. Mais je mettais mon attention particulièrement sur tous les gamins qui étaient sur le trampoline pour la sécurité, mais aussi pour, les encourager à passer chaque fois un cap, supplémentaire par rapport à ce qu'ils osaient faire, s'équilibrer. Et le trampoline, j'ai fait un travail là-dessus en tant que prof, parce que je devais fournir un travail, rendre un travail écrit et je me souviens que j'avais utilisé le trampoline justement ou la métaphore du trampoline pour, faire comprendre que, on peut arriver à vivre le trampoline comme, étant aussi le respect de ce qui se passe dans un cadre donné. Ça veut dire je suis dans un cadre, alors bien sûr, il y avait tout ce qu'il faut au niveau sécurité, mais avec un trampoline, on peut être invité à prendre des risques parce que, c'est fun. Mmh. C'est fun de sauter du trampoline pour atterrir quelque part. Alors bien sûr, il y avait des tapis, des protections, tout ce qu'on voulait, mais il fallait aussi comprendre que, voilà, quand je suis dans un cadre et que j'ai la liberté de bouger dans le cadre et que je rebondis, ça se fait avec, aussi des responsabilités par rapport à moi, à mon corps et que si je prends trop de risques, je crée des situations qui sont, dangereuses et donc le respect du cadre, se fait, tout seul ici parce que, voilà, il y a pas de protection, qui empêche de sortir. Il y a des tapis, qui permettent de récupérer, mais on respecte l'engin, on respecte le cadre, on rentre dedans et on est en général seul sur l'engin parce que c'est des engins qui renvoient beaucoup l'énergie. C'est pas des trampolines de jardin, et c'est important que la personne soit seule et que moi, en tant que prof, j'ai toute mon attention sur cette personne seule afin qu'elle se sente en connexion aussi avec mon rôle d'accompagnant et qu'elle voie que je mets de l'attention sur elle et que pour moi, cette personne, je montre ainsi qu'elle est importante. Bien sûr. Et j'ai jamais vu autant de progrès, en fait, chez les gamins que ces dernières années-là et les autres profs m'ont dit aussi dans la classe que, cette classe était incroyable, enfin les classes étaient incroyables parce que, il y a des choses qui se passaient qu'ils ne voyaient pas dans d'autres classes. Du coup, cette histoire de trampoline, de fait de mettre son corps en mouvement et cetera, c'est quelque chose qui peut aussi, pour revenir à la créativité, amener à cet état de créativité ou, favoriser? Parce qu'on parlait d'apprentissage ici, est-ce que c'est quelque chose bon, on va pas mettre de trampoline olympique dans les salles de réunion, je pense pas encore Et pourquoi pas? et pourquoi pas, mais, est-ce que c'est quelque chose qui, le fait de mettre son corps en mouvement, là, peut-être d'une manière extrême, est-ce qu'il y a, du coup, toi, tu connais des façons, un peu plus, Soft. soft de mettre le corps en mouvement qui peut permettre des états de créativité ou des états d'apprentissage ou toutes ces choses-là? Il y a plein de possibilités, trampoline, c'est clair que c'est quelque chose qui est un peu extrême, Mmh. mais en même temps qui est le meilleur outil qu'on puisse avoir pour développer la motricité chez les gamins. Mmh. Ça veut dire que, pour faire juste le lien, nos 2 enfants, sont montés sur des trampolines avant de savoir marcher, donc des trampolines olympiques, dans le centre sportif de Macolin en Suisse, tout simplement parce qu'on avait accès, aux salles, mais aussi parce que je savais, vu mon expérience précédente, que, seul sur le trampoline, le gamin, même à 4 pattes, était capable de créer un mouvement, de l'amplifier et Mmh. puis de ressentir en fait l'impact de son intention sur son environnement et d'avoir une amplification de sa propre énergie. Parce qu'en fait, dans le trampoline, l'avantage quand on est tout seul dessus, c'est qu'on ne reçoit que son énergie à soi. OK? Donc je ne suis pas en train de gérer l'énergie des autres. Je gère ce que moi j'ai produit et j'ai en retour, un feedback direct. Donc c'est un système de coaching qui se fait tout seul. Mmh. Et j'ai jamais vu autant de progrès chez les enfants que dans cet élément-là. Mais il fait peur parce que bien sûr, il y a des gens qui ont fait n'importe quoi, on peut se blesser et cetera et cetera. Mais Mmh. en même temps, quand on construit ce cadre-là, ça se passe très bien. Et dans d'autres éléments, ben, ça peut être simplement le fait d'avoir des Swiss balls, donc des gros ballons de physio gonflés sur lesquels on va pouvoir être assis, bouger à genoux. Il y a plein de possibilités. On peut même, pour certains les plus téméraires, se mettre debout dessus. Il y en a qui adorent ça et puis, en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. C'est la peur de l'engin qui rend les choses compliquées, c'est pas l'engin en lui-même. Il y a le moment où les gamins ont on va dire, ont conquis, cette peur-là,
ils respectent aussi leur corps et respectent la prise de risque. Ils sont de loin pas fous par rapport à ça. Le cadre étant là. Non, clairement. Non, non, ils ont vraiment. Toi, tu avais aussi un petit peu ça dans ton espace. Bien sûr, ouais. Mais disons qu'il y a plein de choses. Il peut y avoir simplement des rollabolas. Donc, c'est simplement un noyau comme ça qui peut être métallique ou de bois sur lequel on pose une planche. Et puis, cette planche peut bouger comme ça. On peut le bouger dans différents sens suivant comment on se met. Mais le fait d'avoir des mouvements comme ça va générer, comme tu le disais, ces changements de position, euh, l'accès à des ressources ici, corporelles, intellectuelles, émotionnelles, qui sont différentes. Et donc, notre pensée, elle est soutenue par d'autres ressources que celles habituelles qu'on utilise lorsque c'est confortable. Et cet inconfort momentané, euh, qui va disparaître parce que la coordination s'améliore, va amener en fait des émergences qu'on ne soupçonne pas au début. Va largement ouvrir le champ des Connexion, possibles. des Va largement connexions. ouvrir le champ des possibles, en fait. C'est ça. Parce que Favoriser la créativité dans un groupe, peut-être pour revenir à ta demande Mhm. d'outils. Tu n'as pas besoin d'outils hyper complexes et hyper sophistiqués. Bien sûr. L'approche Action Type est un outil en lui-même. Simplement de faire bouger les gens, de les faire varier les contextes, amène déjà des possibilités de devenir créatif. Après, de faire des simples exercices. Quand tu as une équipe, tu fais les exercices de motivation profonde sans que les gens sachent quels sont les exercices et quels sont les besoins liés à ces exercices. Tu vas de toute façon amener la possibilité aussi d'être plus créatif. Et après, d'observer les gens. Moi, je suis quelqu'un qui peut parler beaucoup si c'est nécessaire. Par contre, je suis beaucoup dans l'observation. J'interviens le minimum, mais j'essaie d'intervenir de façon qualitative et de poser une bonne question au bon moment. Ciblé, quoi. Ciblé. Et souvent, dans les groupes, tu poses une question et les gens te regardent un peu surpris. Mais pourquoi tu poses cette question? Parce que c'est elle la question qui permet de faire redémarrer. Parce qu'il y a un travail d'observation. Dans quelle motricité est la personne? Ah, elle est dans cette motricité. Je profite d'adresser la parole à cette personne en lien avec la motricité, par les verbes d'action qu'on connaît tous, etc. Et c'est jamais une manipulation de la personne parce que très souvent, cette question va engendrer un changement de posture. Donc la personne, elle n'est plus où elle était 2 secondes avant, elle a déjà changé. Mais toi, tu as initié un mouvement, tu as initié que quelque chose se passe, donc automatiquement, il y a de nouvelles connexions qui vont se créer. Donc tu réengages le dialogue, tu réengages la créativité en permanence. Peut-être qu'on peut mentionner à ce niveau-là, parce que tu parles de motricité, de ressources, etc. Je les ai mentionnés également. Pour les gens qui écoutent, définir très rapidement en fait les 4 motricités qu'il est possible d'observer. Ça peut être aussi des éléments d'observation pour ceux qui écoutent et qui ont envie de mieux comprendre. Donc, dans les 4 motricités qui ont été mises en évidence, on va dire théoriquement d'abord par Walter Lowen en 82 dans un bouquin qu'il a publié, Les dichotomies de l'esprit en anglais. Il y avait une description des liens entre les fonctions typologiques jungiennes et des motricités qu'il a appelées verbales, globales, euh, fines ou même conceptuelles. Et aucun lien sur comment les trouver, comment les détecter, comment les profiler, ce qu'on a fait par la suite. Mais en même temps, il y a ces 4 motricités que tout le monde possède. Et ça, c'est important de comprendre que voilà, tout le monde peut utiliser les 4 et les 4 sont performantes. Même si la première est une situation un peu plus confortable parce que c'est celle avec laquelle on a la relation la plus intime et la plus consciente, vu qu'on l'utilise la plupart du temps dans la journée. 3/4 du temps, on est dedans. La zone de confort, comme c'est La zone de confort, comme on peut le nommer pour faciliter l'appréhension du concept, hein. Zone de confort, c'est une zone où on se sent à l'aise. Voilà, parce que les repères qu'on y a créés consciemment sont là et on peut les atteindre quand on veut. Ok, donc dans les 4 motricités, il y a une motricité qui part du corps et qui implique les gens de manière totale. Ça veut dire cette motricité qu'on appelle globale, chez nous, qu'on utilise avec la lettre G, c'est une motricité où le corps a besoin de s'engager à 100%. Ça veut dire que je m'engage émotionnellement, physiquement, intellectuellement, je m'engage avec le corps en étant le plus concerné possible par ce qui se passe. Donc, mes sensations, mon ressenti, tout ça est engagé et j'ai une relation à l'événement qui est directe,
qui est frontale et qui est extrêmement puissante parce que tout mon être est impliqué. Ok, ça, c'est une des motricités. Et cette motricité, eh bien, on l'a, comme toutes les autres, on la vit tous les jours. Pas forcément consciemment pour certaines personnes, mais on la vit tous les jours, que ce soit la nuit, la journée. Les 4, on les vit tous les jours. Et ça, c'est aussi important. Et donc, dans les ateliers, tu peux observer que des gens, justement, ont un besoin qu'ils se reconnectent à leur corps Bien sûr. ou qu'on s'occupe d'eux de manière bien précise. Et que c'est pas en parlant et en allant sur des choses très conceptuelles qu'on va les impliquer. Donc là, on doit Ouais. vraiment physiquement les impliquer pour qu'ils soient intégrés dans l'atelier. Ça, c'est une des motricités. L'autre motricité est une motricité qu'on appelle distale, pour nous avec la lettre D. C'est une motricité où on cherche à agir à distance sur les événements et les choses qui se passent autour de nous. Ça veut dire qu'on essaie d'être le plus tôt possible sur quelque chose, tout en étant cette fois-ci pas autant impliqué que dans la motricité précédente. Ça veut dire qu'on est dans une position plutôt de manipulation, pas dans le sens de faire quelque chose de négatif, mais dans le sens de réaliser de la dextérité en étant le plus pratique et le plus efficace possible, le plus tôt possible aussi, à distance. Et ça veut dire que c'est très différent de la précédente, parce que là, on est quelque part dissocié de ce qui se passe. On n'est pas impliqué. Et donc, on a besoin par contre d'une efficacité. Et si les choses ne vont pas être efficaces, ou je ressens que ça ne va pas être efficace, la personne ne va pas passer à l'action. Mais si elle passe à l'action à distance, c'est qu'elle sait qu'elle va pouvoir créer quelque chose de très différent et de très efficace. Tout de suite. Ouais. Il n'y a pas de. Dans ces deux motricités, il n'y a pas forcément non plus de patience. Parce que le corps est impliqué à distance ou proche, mais il doit le faire maintenant. Il y a une sorte de tendance à S'inscrire dans l'instant présent, être dans la spontanéité, avoir de l'impact tout de suite. c'est ça. Ces gens-là, tu les vois très régulièrement en atelier d'innovation. C'est les premiers à partir vers la boîte de Lego pour conceptualiser une vision. C'est les premiers à prendre des outils pour fabriquer un premier prototype. Et c'est super intéressant parce que c'est aussi eux qui vont entraîner après gentiment les autres ITG que tu Ouais. nommais juste avant. Oui, s'ils peuvent mettre les mains sur quelque chose, ils y vont. On y va. Ils y vont tout de suite. construit, on essaye, en Et passant moins à on l'action. parle et plus on agit, mieux c'est. Ouais. Voilà. Et donc, moi, mon père avait cette motricité. Et c'est clair que j'ai une sœur qui a cette motricité aussi là. Et on voit très bien la différence parce que c'était des gens qui étaient il était extrêmement habile de ses mains aussi dans sa manière de faire les choses et reconnu pour sa précision. Après, il y a d'autres variations, bien sûr. Mais ça, c'est les deux motricités qu'on appelle aussi avec une marche par le bas. Donc qui ont des choses en commun, visuelles aussi. Ils ont des choses en commun, ça veut dire qu'ils ont un centre de gravité qui est légèrement en arrière, donc ils sont un peu assis sur leurs appuis et ils ont besoin de partir d'une position où ils peuvent avoir l'impression qu'ils construisent quelque chose pas à pas. Mais ça peut être loin, ça peut être proche. Et on peut avoir des gens extrêmement différents dans ce qu'on appelle le distal, le D, ou le global, le G. Parce qu'on a des gens qui sont dans la globalité, donc la nécessité de commencer très proche, qui ont le distal en dernière position. Ça veut dire dans ce qu'on appelle, nous, la créativité. Et ça veut dire qu'il peut y avoir un énorme écart entre la première et la dernière, alors que c'est, dans les deux cas, une marche par le bas qui est identique. Donc un besoin de faire les choses. Donc passer du proche au loin, pour le corps humain, c'est une énorme différence. Parce que pour aller loin et s'organiser loin, il faut aussi être dans une position où je peux le faire. Un équilibre où je peux le réaliser. Si je suis proche, c'est complètement différent dans le besoin. Il y a moins d'effets de bord, il y a moins de recherche nécessaire d'équilibre en fait. Oui, c'est effectivement le cas. Et c'est très intéressant de voir. On discutait justement dans un podcast en anglais sur Michael Jordan et Zinedine Zidane, qui sont deux personnes justement qui commencent par s'organiser loin. Je crois que c'était en français cet épisode. C'est en français? Il me semble, ouais. Ok, c'est possible. Ma mémoire me joue toujours des tours. C'est pas ma première qualité. Surtout la mémoire des détails. Mais en même temps, on avait quelque chose sur le fait qu'ils s'organisent en fait de loin à proche.
Et comme j'ai eu la chance de pouvoir profiler Zinedine Zidane à Madrid, j'ai pu confirmer ce qu'on avait déjà regardé à distance sur les vidéos quand il jouait, déjà à l'époque du titre de la France, premier titre mondial de la France. C'est que s'il peut aller chercher par exemple le ballon loin et le ramener proche de lui, alors il est bon. Mais si le ballon lui arrive très proche comme ça, il est emprunté. Il y a de la maladresse qui apparaît. Il y a une sorte de maladresse. Qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que ça m'agresse directement. Alors que si vous avez quelqu'un qui aime démarrer proche, si le ballon est proche, il peut l'amener loin. Mais il a besoin d'abord de l'avoir dans sa sphère, dans son truc à lui. Pour reprendre un exemple rapidement, basket, parce que je pense que ça pourra parler à tout le monde, vu les 2 personnes qu'on va parler. C'est la différence entre Michael Jordan et Kobe Bryant, du coup. C'est ça, c'est ça. Qui ont beaucoup de qui sont similaires sur beaucoup de choses, mais c'est un profil D, un profil G. Alors, ils ont quand même quelque chose en commun, qui est la motivation profonde qu'on pense être très, très compétitive. Je pense aussi. Oui, c'est des gens qui étaient un peu, Beaucoup. qui est extrémiste pour Jordan, qui était malheureusement pour Kobe Bryant, mais très, très, très compétitif. Par contre, effectivement, Kobe démarre toujours proche du corps pour ensuite aller loin. Et Jordan, c'est l'inverse. Il s'organise d'abord avec le distal, les extrémités, et après, il va rééquilibrer avec son corps pour remettre de la dynamique d'action. Et donc, il était capable de placer des tirs dans des positions abracadabrantes. Mais les deux, bon, en physique, à la hauteur, etc., etc., quoi. Donc, il y a plein d'éléments, bien sûr, qui rentrent en ligne de compte. Donc, là, on a parlé des deux motricités qui démarrent par le bas. Ça veut dire qu'ils ont besoin de pousser dans le sol pour pouvoir soit aller proche, soit aller loin. Et qui ont besoin de choses très concrètes. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est un peu des bâtisseurs, mais à leur manière. Les deux autres motricités qui sont par le haut, la tête et les épaules étant en dominante d'initiation du mouvement, sont complètement différentes parce que ce qui les anime, c'est pas le besoin de sécuriser et de construire, mais le besoin de curiosité, de nourrir leur curiosité par des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est des explorateurs naturels de ressources, de situations, de contextes, de milieux. Et ils vont toujours essayer d'aller là où ils ne sont pas allés. Donc, de découvrir des nouvelles choses. Et bien sûr, les deux motricités qui sont plutôt exploratrices, lorsqu'elles rencontrent les deux motricités qui sont plutôt constructrices, ça clash dans les entreprises. Parce que pour ceux qui veulent bouger par le bas, il faut que ça se passe en gros tout de suite et de manière très concrète. Et ils ont un côté maçon, on va mettre les briques. Et pour les gens qui explorent, qui planifient et qui font de l'architecture, le plomb, des fois, suffit. Il n'y a pas besoin forcément de faire la maison. Et donc, on sait très bien qu'entre l'architecte et le maçon, Il y a un certain décalage. ça ne se passe pas toujours idéalement en termes de langage et de façon d'échanger l'information. Parce ils abordent les deux choses de manière complémentaire, mais complètement opposée. Et donc, dans les deux marches par le haut, qu'on appelle ça, donc ces deux marches qui ont été découvertes par Raymond Soyer dans les années 70, comme ça, et qu'il a publié dans un bouquin, celle qui vient d'en bas, donc le proche et le loin, et celles qui viennent d'en haut, qui sont plutôt à droite ou à gauche. Ce qui caractérise les deux motricités qui viennent par le haut, ce sont le fait qu'il y a une asymétrie à droite et à gauche. Et là, donc, ça fait une sorte de mélange entre les deux précédentes qu'on a décrites. Parce que si vous êtes légèrement sur votre droite, ben, vous avez un côté qui est loin et un côté qui est proche. Si je suis légèrement sur ma gauche, ben, j'ai un côté qui est proche et un côté qui est loin, mais qui sont cette fois-ci opposés. Et donc, il y a une sorte de mix de ces deux motricités. Et le rôle des ateliers dont tu peux parler encore maintenant, hein, c'est justement aussi de laisser les gens passer d'une posture à l'autre, loin à gauche, loin à droite, un peu en arrière proche, un peu loin, avec, comme tu disais, des outils ou des petits trucs Bien sûr. pour permettre à ces gens de ressentir et de vivre qu'ils peuvent déjà tout faire. Que c'est pas un problème d'aller loin, d'aller proche, d'aller à droite ou à gauche, Tout est parce à que le corps est disposition. prévu pour ça, tout est à disposition. Et néanmoins, d'écouter le corps pour dire, ben là, à ce moment-là, c'est plutôt celle-là qui est disponible. Parce qu'il y en a 4,
mais il n'y en a qu'une seule qui peut s'exprimer à la fois. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de cacophonie dans le système. On ne peut pas s'amuser à avoir tout le monde qui parle comme nous, 4 ici, en même temps. Ok, ce serait désagréable pour ceux qui nous écoutent déjà, si on était tous en train de parler. C'est la même chose pour les motricités. Il y en a une qui parle et les autres qui travaillent en arrière-plan, en arrière-scène, pour permettre à celle qui s'exprime d'être le plus efficace possible. Donc, au sein de notre propre corps, on a une équipe à notre service. Et c'est ça qui est super intéressant dans cette approche-là. Bah, de nouveau, de faire bouger les gens, comme Bertrand le dit, tu vas les inviter à visiter ces 4 motricités que Bertrand vient de nous décrire. Et là, tu arrives à instaurer un dialogue entre les gens qui ne se comprennent pas forcément au départ. Ça veut dire que ceux qui fabriquent, ceux qui construisent, tu peux leur demander d'écouter ceux qui sont en train de conceptualiser, de travailler la vision et de dire mais comment matérialisez-vous ce que vous avez entendu, par exemple. Et après, tu les invites de nouveau à bouger et tu vois que finalement, bah, toute l'équipe est à l'œuvre. Tout le monde est en train de Collabore. fabriquer, de construire un prototype et de générer une idée. Donc simplement de mettre en mouvement, d'observer, de poser des questions en lien, ça fonctionne. Ça fonctionne Ouais. relativement facilement. Ouais, bah, et je pense que c'est un outil aussi qui est utilisable quand on est formateur pour du coup faire collaborer des gens, faire passer une idée, et cetera. Je sais que toi, tu travailles un petit peu avec des formateurs Oui. pour leur apprendre à s'adapter, à faire toutes ces choses-là. Est-ce que du coup, pour prendre un exemple concret de ce que vient de nous dire Bertrand, comment est-ce que tu utilises ça auprès des formateurs avec qui tu collabores? Alors les formateurs sont en train de prendre conscience, pas tous, mais une bonne partie, qu'on ne forme plus aujourd'hui comme on formait hier de nouveau, hein, au titre qu'on ne manage plus, même si j'aime pas ce terme manager, mais on ne fonctionne plus comme formateur, comme on pouvait fonctionner il y a 5 ou 10 ans en arrière également, où on formait un peu à la dure. C'est moi qui sais, c'est moi qui vais t'instruire, c'est moi qui vais te dire comment faire, et c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, les formateurs sont un peu en perte d'identité par rapport à ça parce qu'ils sont challengés. Ils ont en face d'eux des jeunes de la nouvelle génération, on parle de la génération Z aujourd'hui, même si j'aime pas trop mettre dans ces catégories, mais on a des jeunes qui arrivent sur le marché du travail avec ce besoin de sens, ce besoin de questionner. Avant, les jeunes faisaient ce que tu leur demandais de faire sans poser de questions, parce que tu étais vu comme celui qui savait, l'expert. Expert, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ils questionnent, mais pourquoi tu me demandes de faire ça? Et pourquoi je dois passer par là? Qu'est-ce que ça va m'apporter comme résultat, et cetera. Donc il y a beaucoup, beaucoup de questionnements et aussi beaucoup de clash parce que, ben, en face, il y a un manque d'outils, il y a un manque de feeling. On peut peut-être oser dire quand même que c'est un bon signe que les générations actuelles se posent des questions sur qu'est-ce qui fait qu'on m'amène à faire ça plutôt que ça. Mais bien sûr, je pense que c'est une super opportunité. Alors il y a toute la phase en amont qui peut être frustrante quand tu as formé pendant 20 ans, 30 ans d'une certaine manière et que des petits jeunes arrivent sur le marché du travail et viennent te challenger de cette façon. Et en même temps, je pense que c'est une opportunité pour évoluer à nouveau. Bien sûr. C'est aussi une opportunité à terme pour recruter. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans les métiers intellectuels, comme le disait Bertrand tout à l'heure. Et à mon avis, on va avoir un retour en masse vers les travaux plus manuels également, parce que l'intelligence artificielle va faire beaucoup de nos tâches intellectuelles. Et je pense que le marché du travail demain sera fait de bâtisseurs, de gens qui fabriquent, de gens qui construisent. Et c'est important de s'y intéresser aussi et de leur permettre d'avoir accès à une qualité de formation, une qualité d'information et de comprendre les jeunes d'aujourd'hui. Je pense que c'est important pour les gens aussi qui nous écoutent de dire que, OK, si un gamin comme ça vous pose des questions par rapport à ce que vous lui proposez, etc., il ne s'agit pas de rentrer dans la justification de ce que j'ai proposé, mais de dire, OK, ça, c'est une option que je te propose, et de lui montrer qu'il y a d'autres options aussi, et que s'il n'est pas d'accord d'aller sur cette option-là, il peut éventuellement proposer une autre version. Ça veut dire que on n'est pas là pour se défendre, mais on est là pour inciter à passer à l'action, passer à l'efficacité, passer à des activités qui vont lui permettre de se développer à sa vitesse et à son rythme. Et on n'a pas à imposer. Nous sommes dans une position plutôt de disposer de ce qui est là, de qui est là et dans quelles ressources il est aussi à ce moment-là. Parce que peut-être il est frustré, peut-être il est super content, peut-être il est émotionnellement impacté par quelque chose qu'il a vécu. Donc, proposer, disposer et non pas imposer. Et c'est ce que tu, il me semble, disais avant, c'est il y a quelques années, c'était imposer un truc et puis voilà, il y a pas de discussion. On ne remettait pas en cause. C'est Voilà. comme ça qu'on fait, point final.
En fait, avant, on avait un système de formation avec des formateurs qui apportaient une formation descendante, en fait. L'idée aujourd'hui, c'est peut-être d'accompagner les stagiaires ou les collaborateurs qui suivent les formations de manière à ce qu'eux fassent émerger eux-mêmes les solutions et en fait, sur un principe de co-construction en fait, entre le formateur et les personnes qui sont là pour récupérer des informations pour progresser dans leur métier, dans leur domaine. Bien sûr. C'est- Le but n'est pas d'accuser le formateur, de lui dire tu as mal fait jusqu'ici, c'est plutôt de lui donner des outils aussi pour être plus à l'aise, pour mieux comprendre, pour mieux fonctionner. Un exemple que j'ai eu très récemment, ça fait 2 semaines, j'ai une maman qui m'appelle, son enfant a des difficultés, il a fait un stage de bûcheron. Il a été juste enthousiasmé par ce métier, qui est un métier qui est très pénible, mais voilà, il a dit je vais faire bûcheron. 2 mois d'apprentissage, ça ne fonctionne pas. Aucun progrès, rien qui se passe. OK, il vient chez moi, on travaille un peu ensemble. Il me confie un peu ce qui se passe, donc c'est compliqué parce que c'est dur, parce qu'on lui parle d'une certaine façon que lui a de la difficulté à concevoir. Malgré tout, le maître d'apprentissage montre une ouverture. Il dit: «OK, on pourrait admettre qu'on arrête, mais on va pas arrêter. On va donner la chance, on va voir ce qui est possible de faire». Et moi, je commence de travailler avec lui. Je tombe sur une motivation profonde, dominante de relations externes Mhm. avec un profil R2. Besoin d'harmonie pour démarrer, pour faire les choses. Besoin que son environnement soit en adéquation avec son besoin. Il te parle de forêt, il te parle de nature, il t'emmène ce jeune. Mhm. Il t'emmène tellement il en parle avec passion. Profil R2, besoin de faire des choses qui ont de la valeur pour moi. Il est passionné par son job, il est à fond. Simplement, dès qu'on lui dit quelque chose, il le prend forcément comme un ordre, comme une directive, et ça va le bloquer, ça va le figer. Quel âge a-t-il pour, Il a 16 ans, 17 ans. Ouais, voilà, Donc il entre vraiment dans ce monde du travail qui il a est besoin d'être accueilli aussi tel qu'il est. absolument. Et le milieu, il est quand même très dur. C'est un milieu pas qui est très hyper accueillant. compliqué. Je trouve que ça demande aussi d'avoir un contexte d'ouverture de vulnérabilité aussi, parce qu'on parlait de donner des idées, ça peut être aussi des fois très compliqué pour une personne, presque intime, de donner une idée. Euh, On est dans un monde où ils savent faire. Ils ont développé des façons de faire qui sont avérées. Mhm. Et quand un jeune arrive en disant pourquoi pas changer quelque chose ou modifier quelque chose, qui est typiquement un peu quelqu'un qui est justement dans l'exploration, la curiosité, ça va pas être très bien accueilli par ceux qui savent faire. Non, Euh, non, et surtout, il faut cette Qu'est-ce qu'il va nous efficacité. apprendre, le gars qui a 16-17 ans, là, ou 15-16 ans, alors que nous, ça fait des années qu'on coupe du bois ou qu'on. Bien sûr. De la même manière comme on a Voilà. toujours fait. Voilà, qu'on a toujours fait. Alors, mais qui es-tu pour revenir Évidemment. Donc, la nation d'accueil, là. C'est complexe, mais là, j'ai eu des échos cette semaine. Il est actuellement en formation, on appelle ça les cours interentreprises, mhm. et ça fonctionne super bien. Mais tous les jours, il fait ses exercices de motivation profonde, il travaille avec ses triggers, etc. Et pour lui, c'était une jolie découverte. Et est-ce qu'au-delà Magnifique. du coaching de ce jeune, tu as été vers ce qu'on appelle, coacher son manager, en fait? Est-ce que du coup, tu l'as invité à s'adapter finalement à son manager ou essayer d'inviter son manager à comprendre ses besoins à lui, que son manager lui parle entre guillemets «de la bonne manière», en fait? Non, alors actuellement, pas dans cette situation particulière, mais ça arrive effectivement dans d'autres situations que la personne qui forme connaît également son profil, connaît le profil de ces personnes en études ou en formation, en apprentissage, et il y a un dialogue qui va s'installer, qui sera en adéquation avec ses besoins, le respect de ses singularités. En l'occurrence, il est là, pas pour donner des leçons aux anciens, mais il est là pour trouver sa place. Bien sûr. Et est-ce qu'on va lui donner sa place dans son type de fonctionnement idéaliste? Mais n'oublions jamais que les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur ce fameux marché du travail utilisent les outils que nous avons développés. Et ils font potentiellement un plus par rapport à ce qui a déjà été fait d'ailleurs. Ben, bien sûr, ils savent ils se les approprient très, très facilement et très naturellement, mais on aurait tendance à les juger, à critiquer, mais finalement, c'est ce que nous, on leur a donné à disposition dans le monde dans lequel ils sont arrivés. Donc, acceptons aussi que les outils que nous avons conçus sont les outils des jeunes d'aujourd'hui, qui savent peut-être en avoir un usage qui est plus performant que ce que nous, on en fait, et qui peuvent amener aussi des idées nouvelles, des façons de faire qui sont différentes, des façons de travailler, des façons d'interagir. Il
finalement, notre monde est en évolution permanente. Le jeune, définitivement, voit le monde du travail totalement différent que ce que nous, ou ce que même toi, qui es d'une génération beaucoup plus jeune, Mmh. peut le vivre ou le percevoir. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est comment on arrive dans ces différentes générations à aller chercher les gens pour leur faire comprendre que finalement l'âge n'a que très peu d'importance. C'est ce que tu permets de réaliser qui fera toute la différence. Donc, mieux se connaître, mieux connaître son fonctionnement pour ensuite aller vers l'autre. Et c'est indispensable, comme tu le disais tout à l'heure, Jean-Michel, c'est pas toujours possible de travailler avec les binômes. Ça serait vraiment un plus, mais de dire je pars de moi-même pour me respecter moi-même, pour ensuite aller vers l'autre, c'est beaucoup plus facile. Mmh. C'est un aspect important ici qu'on soulève, c'est le fait que l'approche a un rôle à jouer ici dans la valorisation des individus. Clair. Pas dans le but de montrer voilà, qu'on est meilleur que l'autre, comparaison dont on parlait avant, mais de montrer que j'ai une valeur, j'ai de la valeur et qu'une de mes responsabilités, c'est d'apprendre à me valoriser. Pas pour donner des leçons aux autres, ok, c'est pas l'objectif, mais pour arriver simplement à trouver ma place, à pouvoir utiliser mes ressources et quelque part générer de la valeur dans ce que je fais, avec qui je suis. Donc être accueilli pour qui je suis avant d'être jugé pour ce que je fais. Et ça, c'est un challenge énorme qui est certainement une des tâches de l'approche. Ça veut dire de comprendre que voilà, un être humain est créatif, il est capable de ci, il est capable de ça, il a de la valeur, il n'est pas remplaçable, il est unique, même si on le considère des vrais jumeaux. C'est des gens différents et uniques, et on ne peut pas remplacer quelqu'un. On peut remplacer un rôle, une fonction, mais on ne peut pas remplacer une personne. Personne, non. Donc, ça, c'est problématique sur notre terre actuellement parce que on est nombreux et on donne l'impression qu'on est remplaçable. Alors qu'on devrait avoir au fond de nous ce côté unique, cette valorisation nécessaire qu'il s'agit de porter en fait, comme tu dis, pour toi d'abord, Bien sûr. puis ensuite pour les autres. Donc là, on est vraiment sur un challenge qui est énorme actuellement. Surtout que l'IA arrive, les robots arrivent, tous ces trucs-là arrivent et on va être très vite dépassé par ces outils, des nouveaux outils. Je pense que ça serait important à ce moment-là aussi d'être disponible pour redonner de la valeur aux gens. Parce que C'est beaucoup de ça, gens se sentiront c'est ça. dévalorisés dans leur activité parce qu'on va y arriver, hein. Il y a des professions là qui ne voient pas arriver la vague et ça va arriver très très vite. Comment ces personnes pourront aussi être accompagnées dans des démarches de changement de profession, dans des démarches de questionnement, ça sera primordial. Et actuellement, on peut dire aussi qu'on a un problème, c'est parce que la valorisation, par exemple, d'un parcours éducatif scolaire, elle se fait principalement, comme tu le disais, par rapport à la comparaison, par Et rapport à une une sorte de norme. compétition Comparaison, une norme. et à une norme. Et la valorisation, elle ne se fait pas par rapport à qui je suis, ma différence, mes différences que je Mmh. porte en moi comme élément différenciant et que je peux mettre au service de l'humanité. Donc on est sur un rapport de force compétitive, comparaison, normée, plutôt que sur un rapport de qualité qui permettrait de reconnaître l'être humain pour on va dire ses singularités Ses singularités et ses talents, et ses parce talents, qu'on a tous des talents et qui l'idée, cherchent c'est à être développés d'ailleurs. exactement de les faire émerger pour les mettre au service, du bien commun, en fait. C'est ça. Pour qu'on soit ensemble bien plus costauds que, individuellement ou Isolé dans en son marchant coin. pas dans le bon sens, ouais, Mmh. ou de la bonne manière. Mais moi, j'ai même un exemple concret, personnel de ce qu'on vient de dire. C'est, quand j'étais, à l'école, j'étais pas très bon en français, j'avais pas de très bonnes notes, j'avais pas tout ça, j'étais pas bon en orthographe, la littérature, c'était loin d'être ce qui m'intéressait et une année, j'ai eu une prof qui nous a fait faire du théâtre et je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, je me suis éclaté, je me suis amusé, et elle m'a fait comprendre que c'était génial ce que j'avais fait en termes de théâtral, et c'est ça qui, moi, m'a donné, l'ouverture à la littérature française, l'ouverture à tout ça, à essayer de faire des efforts sur, la langue française dans les cours de français, même si on faisait plus de théâtre après, et l'année d'après, une autre professeure, et là, je suis retombé du coup dans, l'ancien cycle que j'avais avant, Dans alors la que médiocrité. L'ancien régime. mais en tout cas, c'est que,
le fait d'avoir eu cette discussion-là m'a permis de penser à ça. Alors, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, Mathis, et j'aime bien l'idée. On Merci. parle de permettre à un coach, un accompagnateur, de reconnaître un individu, un jeune. Tu parlais de jeune tout à l'heure. L'idée, c'est qu'au-delà de reconnaître quelqu'un, il faut apprendre à ce quelqu'un à se reconnaître lui-même, à prendre conscience de qui il est, à reconnaître ses forces, Se ses valoriser. talents, ses compétences, à s'auto-valoriser, parce que c'est ce Mmh. qui va lui permettre, non pas de faire en sorte qu'on lui donne sa place, mais que lui prenne sa place. Mmh. Parce que les places, il faut les prendre, en fait. Donc se reconnaître, ça fait partie du processus pour se permettre, pour s'autoriser à gagner en confiance, à exprimer ses talents et à prendre sa place, dans la société, dans laquelle on vit. Ouais, à partir du moment où on prend confiance dans quelque chose, je pense que ça peut aussi déteindre sur d'autres choses qui sont totalement différentes. Il y avait une phrase, moi, qui m'avait, un peu choqué quand je faisais mes, formations d'entraîneur. Je m'amusais à regarder un peu ce qui se faisait aux États-Unis et il y avait un entraîneur très connu, je me souviens plus du nom. On lui pose la question: «Comment tu fais, toi, pour faire en sorte que ce joueur qui est pas connu pour défendre, se mette à défendre, dur sur un terrain, alors que c'est pas sa qualité première?» Et il lui dit: «Je lui répète toute la journée que c'est le meilleur shooter que j'ai jamais vu». Mmh. Et en fait, le fait de le donner dans cette confiance-là, et ben, en fait, ça devient un joueur qui est quasiment bon partout parce qu'il se révèle dans ces choses-là. C'est ce Et j'avais jamais compris cette phrase-là et je pense que je commence à c'est Ouais, ce qui a fait avoir cette illumination. c'est ce qu'a fait Patrick Mouratoglou dans le tennis il y a quelques années avec, Serena Williams, qui était convaincu qu'elle gagnerait jamais Wimbledon parce qu'elle était, entre guillemets, «nulle» ou pas performante, en tous les cas, à la volée. Et après un match, donc dans les premiers tours, il lui a dit: «Mais tu as vu le nombre de points que tu as gagnés à la volée?» Elle disait: «Ben non, je sais pas». Il dit: «Bah, tu as gagné, je sais pas, 60 de points, en étant à la volée». Donc ça a inversé sa croyance et du coup, elle a été beaucoup plus offensive, elle a gagné et du coup, elle a su développer un jeu adapté au tennis sur gazon et c'est ce qui lui a permis de remporter Wimbledon. Mais il a dit: «J'ai entre guillemets menti, en tous les cas, j'étais en décalage par rapport au temps parce que je savais qu'en lui disant ça, j'allais enclencher les choses et lui permettre de finalement, exprimer son talent en tant que volleyeuse et donc de remporter Wimbledon qui, est réputé pour, privilégier le tennis offensif, en fait». On peut du coup faire un petit clin d'œil à notre ami Stéphane Bijard, qui a utilisé dans son ouvrage, où il développe, l'histoire des points forts, une phrase qu'il aime particulièrement qui est: «Ce que je regarde se développe». C'est donc, la compréhension du fait que notre, système nerveux, il est là principalement, avec l'aide de notre corps et de l'intelligence, sensorimotrice, pour faire de la spéculation, dans le sens d'anticiper ce qui va se passer. Et si, j'ai une anticipation, on va dire constructive et positive, qui me concerne, tout est lancé pour que je puisse y arriver parce que je me prépare à réussir. Je me prépare à effectivement arriver, là où, j'ai envoyé le bouchon, la canne à pêche. On envoie loin et on remonte tranquillement. Mais c'est l'idée de comprendre cette idée, ce besoin de projection que tous les êtres humains ont pour pouvoir, ensuite, concrétiser les choses. Et si je vois que des choses, limitantes, négatives, bah, je vais créer mon destin, avec un chapitre, plutôt négatif. Mais si j'ai l'idée que je peux y arriver, que je suis capable de le faire, même si c'est très challengeant, je vais mettre en place les conditions pour y arriver. C'est ce Ça que c'est garantit pas 100, mais en tout cas, ça permet d'ouvrir des portes, on va dire, voilà, déjà, d'ouvrir des portes. c'est ce que fait aussi Cristiano Ronaldo avant de tirer un coup franc. Il se répète, quand on lit sur les lèvres, ce qu'il raconte, c'est, «Tu as déjà marqué des coups francs dans ces conditions, tu en as marqué plein, c'est facile pour toi, tu sais faire, tu l'as fait plein de fois, ça va bien se passer, Mmh. le but, il est déjà marqué». Enfin, ça allait très, très loin, ce qu'il exprimait. Il Il y a a plein de enclenché l'aspirateur à partir du but et le ballon n'a plus qu'à mais en portugais, ça donne quoi, du coup? Je sais pas, je sais certainement pas. quelque chose de très chanton, Ouais. très, Je crois que cette phrase, ce que je regarde, je développe, elle est hyper importante. Il y a aussi une phrase qui me vient, je ne sais plus de qui elle est, mais si vous avez planifié d'être moins que ce que vous êtes capable de faire, alors vous serez malheureux toute votre vie. Mmh. Et je crois que notre rôle dans les gens qu'on accompagne, c'est aussi de les aider à voir plus loin. Qu'est-ce que tu as envie de regarder? Qu'est-ce que tu as envie de développer? Et là, je pense il faut nommer un aspect aussi essentiel aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, c'est la notion de santé au travail. Et au travers de l'approche, on aborde aussi cette notion de santé au travail. On n'a jamais eu autant de difficultés, de problématiques de santé mentale chez les jeunes.
On n'a jamais eu autant de problématiques chez les managers de burn-out, on parle tout le temps de prévention des risques psychosociaux, de managers toxiques, etc. Et quand tu arrives à mettre quelqu'un ou remettre quelqu'un en mouvement par rapport à sa propre identité, tu arrives à ce qu'on nomme régulièrement aussi le mouvement fluide et économe, générer de la force sans forcer. Mmh. Donc, tu deviens une personne en bonne santé quelque part. Et à mon avis, de travailler avec l'approche, tu contribues également à faire que les gens soient plus heureux au travail, évidemment. Après, ça, c'est encore un autre thème, être heureux au travail. Est-ce que l'entreprise est censée faire que les gens soient heureux? Je ne sais pas, mais en tout cas, Ouais. contribuer à faire qu'elle reste en bonne santé et qu'elle puisse se développer, s'épanouir. Et là, de travailler vraiment avec les gens sur les outils qu'on développe avec l'approche leur permet aussi de rester en bonne santé. En Suisse, les chiffres, je crois que c'est à peu près 6,5 milliards par année que ça coûte à l'économie de travailler sur ces problèmes de santé. Moi, j'invite du coup toutes les entreprises, plutôt qu'à donner, cet argent pour, remettre les gens en dynamique, c'est de nous les donner pour qu'on les maintienne en dynamique. Le businessman a La parlé. prophylaxie, Ouais, la prophylaxie. mais ça me fait rebondir, Jean-Michel. Ce qui est quelquefois un peu frustrant quand tu accompagnes quelqu'un, c'est que les outils qu'on met à disposition, j'ai eu des gens qui m'ont dit: «Ce que tu me proposes, c'est trop simple pour que ça fonctionne». Mmh. Et je dis: «Bah, essaye, tente quand même, s'il te plaît». Et tu vois que les personnes qui mettent ça en pratique dans leur quotidien, après quelque temps, elles peuvent clairement te formuler qu'elles ressentent un effet. De Clairement. La réponse que tu peux apporter à une personne qui te dira ça la prochaine fois, c'est, tu sais, l'approche Action Tab, c'est quelque chose de simplex et simplex, en fait, ça se décline de la manière suivante: c'est complexe pour le praticien parce qu'on a énormément d'informations à intégrer, mais la volonté de l'approche, c'est que ce soit le plus simple possible pour les Bien utilisateurs sûr. finaux. Donc c'est une remarque pertinente et voilà la réponse que tu peux leur apporter. Clairement, je le formule régulièrement. C'est 30 Merci ans de Jean-Michel. travail du monsieur, sur ma droite Mmh. aussi. Absolument. Là, Faire en la, sorte de rendre ça accessible. la couche sensorimotrice qui caractérise notre intelligence primaire, on va dire, qui amène toutes les autres, c'est justement que c'est une couche qui amène à l'action. Je fais ou je fais pas. J'agis ou j'agis pas. Et l'action, c'est simple. Même si y arriver, coordonner, c'est complexe, hein, mais l'action elle-même, elle a lieu ou elle n'a pas lieu. Donc ça veut dire que les solutions qu'on a générées avec, l'approche, elles sont toujours hyper, hyper, hyper simples. La compréhension, ben, ça coûte cher parce que la compréhension, elle demande, d'aller fouiller beaucoup, beaucoup de paramètres, beaucoup de disciplines différentes pour comprendre les recoupements et comment le mouvement se met en place. Mais en fait, la résolution elle-même, passer à l'action pour, se faire du bien, c'est quelque chose d'hyper simple. Mmh. Et c'est pour ça que c'est un peu déroutant parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des solutions très, très simples. On se prend la tête, on se complique la vie souvent pour arriver à pas grand-chose, finalement. Bon, je pense qu'on a fait le tour. C'était une conversation passionnante. On a en plus, abordé plein de thèmes différents. Jean-Charles, où est-ce qu'on peut te retrouver? Site internet, adresse mail, tout ça. Alors, il y aura tout en description, mais toi, est-ce que tu peux nous dire, LinkedIn, je sais pas, les réseaux sociaux? Alors le plus simple, LinkedIn effectivement, là j'ai mon profil donc n'hésitez pas, connectez-vous. J'ai un site internet www.justdecide.ch mais il sera indiqué aussi Il sera sur, tout sera en description. exactement. Et puis voilà, n'hésitez pas. Mmh. On N'hésitez est, pas. bien sûr, tu es ouvert, au feedback et vous aussi sur le podcast, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, ben, ce que vous avez appris, s'il y a des choses que vous voulez voir, s'il y a des sujets qui méritent un peu d'être creusés. En tout cas, nous, on a pris un vrai plaisir à avoir cette discussion et on vous dit tout simplement, à la bientôt. prochaine fois, à tout bientôt, comme dirait Bertrand. Bertrand, merci. Jean-Michel, merci et puis, Merci à vous. Merci à vous. Jean-Charles, merci Merci beaucoup beaucoup. pour l'échange. À bientôt. À très À vite. Au bientôt. revoir.